Bienvenue sur Django, votre podcast qui vous connecte avec des personnalités qui vous inspirent au quotidien. Aujourd'hui, nous avons un invité unique. Venu en France pour enrichir son parcours universitaire, il est aujourd'hui conseiller dans la région d'Île-de-France. Il est aussi maire dans la ville de Grigny et président de la coordination des élus français d'origine malienne, CEFOM. Comme on vous a dit, Django, c'est le podcast pour les entrepreneurs, pour des personnalités diverses et variées comme des politiciens et aussi des gens qui nous inspirent au quotidien dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, découvrons ensemble le parcours de Lamine Camara. Lamine, salut. Salut, bien présenté. Merci alors. Alors, Lamine, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui vont te découvrir là à l'instant et ceux qui te connaissent déjà? Un rappel. Mais j'avoue, vous avez fait une présentation complète. Ah ouais? Lamine Camara, né à Caille. Ok. Président de la coordination des élus français d'origine malienne. Nous sommes à peu près une quarantaine d'élus au sein de cette coordination, dont le travail ici à notre niveau apporté à travers notre statut, notre modeste contribution au développement économique, social du Mali. D'accord. Également maire adjoint à Grigny en charge de la cité éducative, jeunesse et ressources humaines et conseiller régional Île-de-France. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors Lamine, je vais commencer par la plus facile. Comment on fait pour faire de la politique dans un pays qui n'est pas dont on n'est pas originaire? Vous avez raison de poser la question. Faire la politique pour moi c'est une continuité des valeurs qu'on croit, une continuité d'un idéal de société qu'on se donne la mesure de porter. D'accord. Mais pourquoi ne pas commencer au Mali, le choix de commencer de faire ta carrière politique en France? Ouais, non, mais c'est une bonne question. Au Mali, j'étais presque militant. Un militant de base auprès de Aminata Abdrahmane Traoré pour le forum L'autre Mali et au centre Amadou Hampâté-Bâ pour le développement humain durable. Et dans ce parcours avec Aminata, nous avons créé la FAMAP, la Fédération des associations pour la protection de l'environnement, dont le rôle, vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui s'y promène un tout petit peu à Missira, à Medina Koura, à Bagadadji, peuvent constater le pavage des rues, les curages des caniveaux, la couverture des caniveaux, l'aménagement d'espaces verts. Et nous avons fait ce travail avec Aminata pour dire que l'assainissement, la protection de l'environnement doivent être un curseur pour notre époque. D'accord. Tu as parlé d'Aminata Abdrahmane. On sait que c'est qu'elle apporte au Mali et au monde de façon générale. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage? Bon, vous continuez toujours à collaborer ensemble, j'imagine, mais qu'est-ce que tu retiens du travail avec cette grande dame? Je suis ce que je suis, c'est grâce à elle. Elle a accompagné mes premiers pas militants et elle a assuré à être ce militant qui est en face de vous aujourd'hui. D'accord. Alors, on va faire un petit retour en arrière dans le temps. Tu es né à Caille, comme tu l'as dit. Tu as grandi là-bas. Tu pars à Bamako juste après le bac. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage de ta vie? À Caille, je suis né. D'ailleurs, on m'appelle l'enfant de Caille. Je suis fier. D'accord. Comme la majorité de la diaspora qui est aujourd'hui en France et à travers le monde. À Caille, je fais mon école fondamentale à Liberté, une école qui fait face à la maison. Ensuite, le secondaire à Plateau 3. D'accord. Et le lycée à Caille. Et le lycée du Kouloukonaré de Caille. Okay. Et je peux vous assurer, depuis ma naissance jusqu'au bac, j'ai pas quitté Caille. J'ai quitté Caille pour la première fois quand j'ai eu le bac pour pouvoir suivre mes études à Bamako. D'accord. Ce qui veut dire que l'hospitalité, ça a été vraiment de qualité. Parce que nous, les Kassonké, on nous a donné un peu de la place chez nous. Même si vous le dites pas, je profite pour le dire. Parce que les Soninké, ils s'approprient de la ville de Caille. On connaît tous la devise. On connaît la devise. D'accord. D'accord. Mais entre-temps, dans ton enfance, on m'a dit que tu aimais beaucoup les bêtes.
Déjà aussi, il y a un adage qui dit que celui qui fait un petit berger, il devient de façon automatique assez intelligent. Est-ce que toi, tu l'as constaté au fur et à mesure dans ta carrière? Mon papa, c'était un enseignant et il avait beaucoup de moutons. Ce qui fait que les week-ends et les vacances, mon rôle consistait exclusivement à aller nourrir ces animaux en brousse. D'accord. Peut-être ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup de vacances à l'extérieur ou autre. Mais quand on est un berger, en tout cas quand on conduit les troupeaux, peut-être la différence avec les autres, c'est que vous avez un temps de méditation. D'accord. Parce que quand vous sortez à 8 heures du matin, vous êtes en brousse, vous êtes en face de la nature, la grandeur de la nature. Vous êtes en face des bêtes qu'il faut suivre, qui broutent l'herbe. Donc, vous avez un temps de réflexion sur soi-même, sur l'environnement qui vous entoure et sur le monde. Je pense que ça permet effectivement peut-être avoir de la distance par rapport au quotidien de la vie, pour réfléchir aux grands enjeux et sûrement c'est aussi formateur et que ça peut constituer une petite différence par rapport aux autres. Mais quand j'y étais enfant, j'avais beaucoup envie d'aller jouer au foot et autres. Mais quand tu conduis en ça, tu te poses beaucoup de questions, c'est une contrainte. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ça m'a beaucoup aidé dans cette réflexion, dans cette façon de voir, à relativiser les choses et peut-être à contribuer à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Mais la mine, c'est pas seulement la France, c'est pas commencé en France, c'est bien avant le Mali. Tu as fait tes études supérieures. Je crois qu'à la faculté de droit, et après tu as commencé à travailler dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous relater un peu ce parcours, tes débuts dans le monde professionnel? D'abord, la faculté de droit l'ENA, où je fais droit des affaires, et parallèlement, j'étais aussi dans l'AEM, l'association des élèves et étudiants du Mali, mais avec qui j'ai beaucoup de camarades, dont Ibrahim Tamega du A et bien d'autres. D'accord. Donc j'étais dans ça, et puis quand j'ai eu mon master de droit des affaires, j'ai fait mes stages dans un cabinet d'affaires. Mais quelque chose me manquait. En fait, quand je faisais droit des affaires, et faire droit, c'était de dire que je vais défendre les plus faibles. Je veux continuer mon combat autrement. Mais à un moment donné, le principe de réalité me fait comprendre que c'est pas évident et que on est toujours on est toujours comment on appelle, à aider les plus riches, en tout cas à les accompagner, à les soutenir et au détriment de ceux à qui on s'était donné comme objectif de les suivre. Et chemin parcouru, je suis allé voir Aminata Dramane Traoré dans son combat matin, midi, soir, et elle m'a adopté. Et du coup, c'était vraiment ce que je cherchais comme militantisme et comme idéal de société. Et on a parcouru ensemble. Mettre l'humain au plus haut son. L'humain d'abord. D'accord. Mais tout de suite, tu as parlé d'AIM. Votre époque, c'était comment l'AIM? Parce que l'AIM que nous, on a connu, c'est différent. C'était beaucoup de... On a de la médiocrité, on a de la délinquance, armes blanches, armes lourdes. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'État du Mali a décidé de surseoir l'AIM complètement. Mais vous, votre époque, qu'est-ce que toi tu retiens de ton passage à l'AIM? L'AIM, il faut dire que quand on y était, c'était un peu les prémices de la violence. On amenait les loupas qui faisaient du grand n'importe quoi. De plus en plus, le débat d'idées n'y était pas. Alors que pour moi, l'AIM, un syndicat d'étudiants comme ça, comme l'AIM, c'est un endroit de confrontation d'idées, un endroit d'apprentissage d'idées, de défendre ces idées, de défendre ces valeurs, confronter aux autres, un moment démocratique qui forme l'individu. Et ça a été transformé à quelque chose où seul le plus fort gagne. Ouais. Donc, et ça, c'était les prémices, et ça a continué, et ça a empiré. Et aujourd'hui, l'État a décidé de suspendre, si je comprends bien, l'AIM. Yeah. Moi, je dis c'était la meilleure des solutions, parce que de plus en plus, on n'enregistre que des morts, que des blessés,
plus de débat d'idées, plus rien. Donc, le fait de suspendre aujourd'hui l'AEM, je pense que ça va permettre aux étudiants, à ceux qui sont intéressés, à réfléchir sur un bilan. Et si ça doit se remettre, à se poser beaucoup de questions, afin qu'effectivement l'AEM puisse répondre à son objectif premier, qui est la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants du Mali, où seul compte c'est le débat d'idées. D'accord. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas l'AEM, c'est l'association des étudiants maliens, l'association des étudiants et élèves maliens du Mali, pardon. Donc, après ce passage en 2014, tu décides de tout plaquer, tu abandonnes ton pays, ta ville d'origine, Caille, le Mali, tu décides de t'installer en France. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? En fait, je voulais approfondir mes études. J'ai fait le droit des affaires et j'ai embrassé une carrière auprès de Aminata Traoré, qui est la protection de l'environnement, qui est la question climatique. Donc du coup, j'ai regardé, sur place il n'y en avait pas, et j'ai trouvé un master à la Cato de Paris, qui est politique environnementale et développement durable, qui répondait coup pour coup à ce que je souhaitais. Et je suis venu effectivement dans ce cadre-là. Mais quand toi tu es venu en 2014, comment c'était la France comparée à la France d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un grand changement? Il y a eu un grand changement parce qu'aujourd'hui c'est les extrêmes, c'est les idées extrémistes qui sont là, et on considère que l'autre c'est l'ennemi, l'autre qu'il faut abattre, l'autre c'est le malheur de tout le monde. Mais moi je pense que c'est de la folie. L'autre a été toujours une solution, sauf que aujourd'hui le problème fondamental c'est le système. C'est le système économique aujourd'hui qui domine le monde, qui fait que une petite minorité détient toute la richesse du monde au détriment de la grande majorité, et qui fait qu'aujourd'hui il y a la paupérisation partout. Je pense qu'aujourd'hui sur toute la planète du monde entier, on voit que c'est une infime minorité qui fait sa loi, qui détient toutes les richesses au détriment de la grande majorité. Donc on n'indexe pas le système, on n'ose pas interroger le système, et puis il y a certains extrêmes qui prennent la voie la plus simple en disant l'autre c'est l'ennemi, il faut l'abattre pour des buts électoraux. Exactement. Mais là, est-ce que le fait que il y a une partie de la une minorité détienne le capital, est-ce que vous êtes vraiment contre le système économique capitaliste, où il faut reformer le flux monétaire, le flux entrepreneurial, et de façon large les conjonctures économiques et politiques? Mais carrément, je pense que ça fait partie de l'une de mes motivations, en tout cas, à dépasser le cap associatif pour faire la politique. En gros, il y a la richesse dans ce monde. Il y a beaucoup de richesse dans ce monde-là. La question, c'est la répartition. C'est l'injustice sociale. Sinon, le monde n'a jamais été autant riche. Donc, c'est la question de la répartition qui se pose. Donc, faisons face à l'essentiel, en fait. C'est-à-dire que il faut battre le fer là où c'est intéressant, en essayant d'interroger ce système économique qui pille la nature, qui cause des changements irréversibles sur le climat, et qui aussi fait des dizaines et des dizaines de morts à cause de la grande pauvreté, à cause des maladies et à cause des guerres aujourd'hui qui nous reviennent, parce qu'on considère que les guerres dites mondiales et autres ne sont plus possibles. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des mêmes choses. Toujours servir le système, toujours servir les mêmes au détriment de tout. Donc, je pense qu'il est grand temps que tout le monde s'investisse de ce débat et essayer de changer notre façon de faire, notre façon de voir, en donnant une société plus juste, plus solidaire et plus fraternelle, et c'est possible. D'accord. Alors, Lamine, tu appartiens à une famille politique qui est la gauche communiste. Alors, moi, j'ai une question très simple. Pourquoi la gauche communiste et pas la gauche normale, comme on l'a dit, et pourquoi pas l'extrême droite ou la droite? Pourquoi tu as décidé de choisir la gauche communiste comme famille politique? Mais j'avoue, c'est un combat de valeurs. En fait,
quand on décide de militer, il faut des critères, des valeurs et des visions de société. Moi, par exemple, je suis pour la régularisation de tous les sans-papiers. D'accord. En fait, seul dans le Parti communiste français, je peux défendre ça. Et à droite, c'est pas possible. Encore moins l'extrême droite. Et ça correspond à mes valeurs. Et donc, quand je dis il faut une répartition juste et solidaire des richesses, mais c'est seul le Parti communiste qui défend ça. Et il y a une autre chose. Aujourd'hui, quand on interroge l'histoire, tout ce qu'on appelle les pères de l'indépendance sont passés par le Parti communiste français. Donc, c'est une fierté de marcher sur ce chemin et de rejoindre le parti où Modibo Keïta est passé, où Thomas Sankara est passé, où Julius Nyerere est passé, où tous ceux qu'on interroge comme grands, qui font notre référence, sont passés par le Parti communiste français. Donc, je me dis, dans ce parti-là, il y a quelque chose qu'il faut aller chercher, qu'il faut se former et continuer ce combat à porter haut les valeurs de fraternité, de solidarité et l'internationalisme qui me tient énormément à cœur, parce que quand on est un homme de double culture, quand on est un homme de plusieurs pays, forcément la question internationale est au cœur de l'enjeu et le Parti communiste français a son intérêt dans l'internationalisme. D'accord. Alors, on sait que dans la vie de l'homme, il y a des situations, il y a des moments où il y a des personnalités qui nous inspirent au quotidien. Mais toi, d'où vient ton inspiration de façon quotidienne, mais aussi à embrasser la politique comme carrière dont tu mènes ta vie professionnelle en ce moment? Ça peut vous surprendre, mais ça m'énerve vraiment. Vraiment, ça peut... C'est-à-dire? Avec celle-là, c'est un problème avec Aminata. On peut pas travailler. Je me rappelle, je pense pas que il y ait eu des fêtes de Ramadan ou de l'Aïd où Aminata t'appelle pas à venir travailler. En fait, je vais à la mosquée. Et après la mosquée, la minute, j'ai dit, oh, mais on a fini la mosquée, j'attends. Il dit, non, venez travailler, mais ça c'est fini, tu vas partir à la mosquée, viens. Et on travaille jusqu'à pas possible. Ah ouais. La nuit, en fait, il n'y a pas d'heure pour travailler. Il t'oblige à lire, à beaucoup lire. Et ce que tu lis, tu viens d'abord, tu commentes, il faut que tu discuter. Et également, dans tous tes combats, il faut que tu sois. En fait, c'est dire qu'elle n'aime pas la paresse. Moi, je l'ai jamais vu se reposer comme cela se doit. Donc, je pense que ça, c'est très formateur. Je pense que ça m'a beaucoup formé. Et elle croit à une idéal de société. Qu'on soit d'accord ou pas avec elle, on le sait. Et puis, moi, ça a été beaucoup formateur pour moi. Souvent, les gens me posent la question, même ici, que vous faites beaucoup. Mais en fait, j'ai pas l'impression de faire beaucoup parce que en réalité, là où j'étais ma formation, mon apprentissage militante, il y a jamais de borne, quoi, dans l'idéal de société pour lequel tu dois te battre. D'accord. Mais comment ça s'est passé, toi, ton début dans la politique? Est-ce que tu as eu des rejets de par ton origine, de par ta couleur de peau, malheureusement? Comment toi, tu as vécu les débuts de ta politique? Dieu fait bien ses choses, on le dit. Quand je suis venu, je suis tombé dans une ville qui est dominée par les communistes. Je dis Dieu fait bien ses choses. Et avant d'y adhérer, on a créé un collectif qu'on appelle le collectif Fraternité, où nous menons beaucoup d'actions sur le terrain en ce qui concerne l'insertion, l'aide aux devoirs, le soutien scolaire, les activités culturelles, la nuit de la fraternité, où pratiquement chaque année on a 1000 personnes dans ma salle, où on met en avant cette valeur de la fraternité, de la liberté, de l'égalité. Et à la suite de ce combat, en 2014, j'ai eu ma naturalisation et le maire m'a demandé Lamine, si tu es intéressé, nous pensons que vous avez toute votre place au sein de l'équipe municipale pour poursuivre cet engagement qui était plus cher. Et j'ai accepté. Mais j'avoue que en réalité, en 2014, je voulais pas être élu. Mais parce que quand on débat avec les frères, quand on débat avec les sœurs, les cousins, ils pensent que la politique, c'est pas forcément pour nous. Ils pensent que la politique, c'est quelque chose de sale. Alors que matin, midi, soir, ils parlent de la politique. Alors que matin, midi, soir, la politique légère gère leur vie. Exactement. Donc, c'était de leur dire simplement, en fait, je voulais faire un déclic. Je me dis, en fait, si, comme ils disent, un blédard comme Lamine se présente pour une élection, mais pourquoi pas non? En fait, ce déclic-là, c'est ça que je voulais, vraiment. Je voulais pas être élu. Et puis, effectivement, la première liste, j'étais pas élu.
Mais effectivement, on est passé dès le premier tour. Et en 2015, c'était les élections régionales Île-de-France. Et le maire, le parti m'ont demandé d'être sur la liste. Et je suis sur la liste. Au deuxième tour, le maire se retire, j'étais tête de liste, et je suis devenu conseiller régional Île-de-France. Et aujourd'hui, je suis à mon deuxième mandat et deuxième maire adjoint à l'île. Mais pendant tout ce temps, comment toi tu as pu battre campagne? On sait que tu es venu du Mali, tu t'es acculturé au monde politique et à la société. Mais en ce moment, comment tu as fait pour battre campagne et pouvoir passer les élections? Outre par exemple, le maire, il s'est avancé, te donner la place, mais ouais, tout ce que toi, tu as pu faire dans ta campagne. Mais en réalité, une campagne, c'est une équipe. C'est une équipe qui mène campagne. Et dans cette équipe, chacun a ses diversités, chacun a ses spécificités, chacun a sa façon de faire. C'est l'ensemble qui constitue cela. Mais, je dis, c'est pas suffisant. En fait, à partir du moment où on décide de faire quelque chose, il y a l'exercice, l'expérience quotidienne, pratique, mais il faut se former. C'est pourquoi je me suis inscrit à Sciences Po et pour aussi me former, comprendre certains enjeux, m'outiller, afin effectivement de mieux faire mon travail au quotidien auprès de la population locale. D'accord, mais pendant ce parcours, est-ce que Lamine avait peur? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis je vais pas réussir? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des moments d'hésitation, il y a eu des moments de doute? Et comment tu as pu vaincre ces moments-là? Il y a des moments de doute parce que la politique n'est pas complètement comprise chez nous. Alors que la politique est très cruelle. Moi, j'étais du monde associatif où, en réalité, ce qui prédomine, c'est toujours comment construire ensemble, comment dépasser les limites. On est toujours de bonne foi. Alors que la politique, le principe de base, c'est détruire l'autre, c'est détruire la réflexion de l'autre. Donc du coup, en fait, c'est la déconstruction de l'autre. Et que cette envie toujours de construire les points de vue et servir. Donc la politique est très cruelle. Exactement. La politique est très cruelle. Je pense que vraiment, si le premier constat que moi je fais dans le monde politique, c'est que la politique est cruelle. C'est sans pitié entre vous-même, parce que c'est une question de place. Parce que chaque place, il y a des milliers de personnes qui le cherchent. Et à partir du moment où toi tu es identifié et tu occupes cette place, dis-toi que tu as des milliers de personnes qui sont contre toi et qui te regardent matin, midi, soir. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est un peu, à partir du moment où on est dans la politique, tout le monde te regarde. Ton entourage te regarde, ta famille te regarde. Alors que le monde politique ici, c'est très cruel, ça rigole pas. Donc, souvent, quand tu prends certaines idées sur toi, souvent les parents te regardent de loin, ne vont pas forcément comprendre, et tu as toujours en fait dire comment je m'organise pour que les parents ne soient pas inquiets de ce que surtout ils sont pas avec moi. Moi, les parents sont au Mali, donc ils regardent tout au quotidien. Et s'il y a un petit peu, ils ont peur. Donc, tu vois, on a toujours cet équilibre à pouvoir chercher. Et la deuxième chose, ça, c'est ton propre entourage. Tes propres amis, avec qui tu étais matin, midi, soir. Mais une fois que tu es dans la politique, une fois que eux commencent à te regarder proprement. Ils vont dire, bon, il est allé sur le mauvais chemin, il est allé dans le mauvais camp, et il n'est pas à peu près les nôtres. Donc, il faut effectivement, avec le temps, il faut, quand tu restes soi-même, quand tu restes avec eux, et puis ça change. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans la scène politique maintenant. D'accord. Mais tu disais que tu as voulu briser la chaîne. Un leader qui se présente aux élections municipales et qui arrive à gagner. Ça, c'est un déclic pour ceux qui sont là et qui sont grandis ici. Je connais quelqu'un qui parle d'Issicien. Donc, mais toi, on voit que au fur des années, ça commence à évoluer, mais pas assez. Donc, nos grands-pères sont l'un des premiers immigrés ici en France, mais sur la scène politique, nous sommes à peu près les derniers. Toi, quel est ton regard face à tout ça et quel est ton message pour l'ensemble des binationaux d'origine africaine? D'abord, toute est question d'objectif. Quand nos parents sont venus ici, la première génération, c'est vrai que tu es du Caille,
La migration, c'est de la tradition. En fait, c'est une initiation. C'est comme les Irlandais. En fait, c'est que ça fait partie du parcours initiatique. Mais à partir des années 70, qui a correspondu aux années de sécheresse, la grande sécheresse qu'on appelle, le mouvement migratoire a été amplifié dans le bassin du fleuve Sénégal, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie. Et du coup, quand ils sont venus ici en France, l'objectif, c'était de trouver des mondes de substance pour nourrir la famille là-bas à cause de la grande sécheresse. C'est pourquoi je dis c'est mieux de contextualiser. C'est pourquoi je dis en fait, c'était les premiers réfugiés climatiques. Mais à ce moment, ce terme n'existait pas. Et quand vous allez remarquer, vous faites une étude parce que à travers du GRDR, j'ai fait pas mal d'études là-dessus. La première génération, les premiers projets portés par la première génération, c'était l'adduction d'eau, les puits, et c'était les banques alimentaires. Pour faire face à l'enjeu principal qui était qui a été la cause amplifiée du mouvement migratoire. Et ça s'est enchaîné. Et en 80, de la migration de saisonnière, parce que les vacances et les rentrées, c'est devenu la migration d'installation. Ils ont fait venir les familles. Et du coup, ça, les enfants qui sont nés, qui ont grandi, qu'on appelle la deuxième et maintenant la troisième génération, effectivement, s'inscrivent dans une autre dynamique. Ils ne peuvent pas continuer à nourrir les villages de leurs parents. C'est pourquoi ils s'inscrivent beaucoup dans le développement économique, dans l'entrepreneuriat et de façon timide la politique. Parce que la politique a été toujours vue par nos parents comme quelque chose de moche, de sale, d'impropre, indigne. Mais c'est parce que la politique a fait du sale sur nous. Non, ça c'est clair. Donc, on considère que quand un homme bon, un homme ne va pas à la politique. Mais sauf que ça change parce que de plus en plus, on constate que la politique gère nos vies. Exactement. Donc, à partir du moment où ça gère nos vies, il est assez important qu'on puisse y être pour changer les choses et à contribuer aussi de façon spécifique à construire cette idée de société dont nous rêvons. D'accord. Mais là, on a parlé des binationaux. On va parler des cas comme toi. Oui. Ton parcours, c'est quand même exceptionnel. Tu es venu pour les études. Aujourd'hui, tu es élu. Tu es président d'une structure qui rassemble tous les élus d'origine malienne. Quel est ton regard face à la jeunesse qui est expatriée, comme on le dit, qui viennent dans le but de prolonger ou d'enrichir leur cursus universitaire, mais finalement qui restent des nomades, qui s'installent en France. Comme on le dit, c'est compliqué de retourner. Le mythe du retour. Le mythe du retour. Exactement. Donc ces gens-là aussi, ils se braquent sur eux. Il y a une sorte de division entre notre société. Par exemple, ceux qui viennent, les immigrés, ils sont dans leur coin. Ceux qui viennent faire les études, ils sont dans leur coin. Toi, quelle est ta vision sur le regroupement de cette façon de notre communauté? Mais en fait, il faut dire quand même que quand on vient pour la première fois en France, tout de suite depuis l'aéroport, on est déçu. Exactement. On est déçu, donc on est en confrontation avec soi-même. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, si jamais tu as des parents ici, un frère, une sœur, une tante et autres, qui t'accueillent chez lui ou chez elle, assez rapidement, elle devient incomprise ou il devient incomprise pour toi. Parce que quand on est au pays, ils sont gentils, ils t'envoient l'argent, et quand ils sont au pays, en fait, vous découvrez que c'est une autre personne. Mais parce qu'en réalité, c'est la vie, la société d'ici qui fait ça. Mais toi, tu peux pas comprendre ça. Donc, non seulement, déjà, tu es dessus pourquoi tu es venu, et tu es dessus de parents qui t'accueillent. Mais avec le temps, toi-même, tu te rends compte que c'est la société qui fait comme ça, et que toi-même, un jour, d'autres vont être dessus pour toi. Donc, en fait, tu es en confrontation dans ça. Maintenant, il faut trouver de l'emploi, il faut trouver, il faut étudier si jamais tu viens pour les études, et la question du papier qui plane sur toi. Donc, tu prends tellement de temps à se retrouver, à se frayer un chemin que tu n'as pas d'abord le temps de s'occuper des autres. C'est pourquoi moi je remercie et je félicite beaucoup votre association qui accueille les étudiants, les nouveaux étudiants qui arrivent, qui les accompagne. Parce que je pense que c'est
une chance inouïe qu'il faut profiter. Mais il y a d'autres pas. Ça, c'est les jeunes qui viennent par la mer. Ces jeunes qui viennent par la mer, dont la majorité déjà meurt en cours de route. Et d'ailleurs, nous travaillons là-dessus sur cette question. Et quand ils arrivent, ils sont dans les foyers ou autres. Mais d'une manière ou d'une autre, la traversée du désert qu'ils ont fait, de la Méditerranée qu'ils ont fait, ont laissé des traces. Exactement. Et ces traces, il faut s'en occuper. Et nous, quand je dis nous, la communauté n'est pas outillée à faire face à ces personnes pour soigner ces traces-là. Mais pourtant, on a plusieurs démembrements d'associations. On a le Haut Conseil des Maliens de France, on a le Conseil de la national de la jeunesse malienne de France, plusieurs autres associations, notamment la CEFOM pour les élus. Il y a pas mal d'associations pour les étudiants ici dans la région d'Île-de-France. On a l'ADM, on a l'AMIF. Aujourd'hui, on a une fédération pour l'ensemble des étudiants. Toutes ces structures-là, comment faire de sorte qu'il y a une symbiose et qu'ils puissent travailler ensemble pour qu'on puisse pallier à ces problèmes dont tu évoques. Mais en fait, moi je pense qu'ils font leur travail, mais c'est le bénévolat. Tu t'occupes de soi-même et puis tu t'occupes du collectif. Et le tout, c'est du bénévolat, tu n'es pas payé, c'est pas évident. Mais effectivement, je pense qu'il faut encore plus de mutualisation, il faut encore plus se donner la main pour faire face. Parce que quand on est tous pris, le petit temps de bénévoles, si on les collectionne ensemble, on peut faire encore plus d'impact. Je pense que ça c'est à travers cette question, tu nous interpelles et je pense que c'est assez important pour qu'il y ait plus de complémentarité afin de faire face à ces grands enjeux. Parce que personne ne fera ça à notre place. Exactement. Personne ne le fera à notre place. Donc ça c'est timide, mais ça se fait. Mais on se retrouve dans des temps forts. Mais peut-être c'est le défi à lever. Je pense que la CEFOM a un rôle à jouer là-dedans. Comment on peut se faire un plan d'action autour de ces grands enjeux et les porter ensemble. D'accord. Parlons de la CEFOM. Donc la CEFOM a déjà mené quelques activités, notamment à l'Assemblée lors de je dirais le conflit entre le Mali et la France, mais bien avant de rentrer dans ce sujet-là, est-ce que tu peux nous parler de la CEFOM? Qu'est-ce que la CEFOM? La CEFOM, coordination des élus français d'origine malienne, nous sommes une quarantaine d'élus où nous nous intéressons des enjeux, des problématiques qui engagent nos deux peuples. C'est pourquoi, ici, vous avez constaté au mois de novembre dernier, nous avons fait un gros forum à Caille, forum pour la résilience climatique au Sahel, à Caille. Parce que Caille a fait 53 degrés Celsius. Hein? D'habitude, on disait que Bassa déjà goudron sans fer. Et dans le président du patronat de Caille, Badara Diallo, il dit, ben l'ami, toi, tu as arrêté. You want la chef de Tobi Mobili sans faire là. Donc, l'idée, c'était de, et là, ça rappelle la grande sécheresse qui a amplifié le mouvement migratoire. Et les gens du foyer nous ont appelés, les sages du foyer, les aînés, pour nous dire, ah, mais il y a quelque chose qui s'y passe là. Comment on fait? Donc, nous avons fait une première table ronde à Caille autour de l'adaptabilité au changement climatique. Et notre objectif, c'est de faire Caille le modèle de résilience climatique pour le monde. Et on a un plan d'action, on est dessus et on y travaille. Et l'édition 2, on va se retrouver au forum de Caille pour faire le point de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. Et là, on prolonge chaque année. Chaque année, il y aura le forum de Caille pour faire le point de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. D'accord. Maintenant, la question de la mobilité, par exemple. Donc, on est en train de se battre pour fluidifier la mobilité pour les gens. C'était le cas des visas qui a été suspendu pour les étudiants et les acteurs culturels, où nous avons beaucoup battu au niveau du ministère des Affaires étrangères ici pour changer cette situation-là. La question des étudiants aujourd'hui a été élevée. La question des hommes de culture, ça a été fait 24 heures, donc ça a sauté. Et aujourd'hui, on y travaille avec le ministère des Affaires étrangères et les deux représentations diplomatiques et consulaires, que ce soit pour le Mali ici en France ou que ce soit pour la France au Mali, pour qu'on revienne à quelque chose de normal, ouvrir tous les guichets. Et je peux vous assurer que pratiquement c'est là il y a un acquis. Maintenant, c'est le travail logistique pour mettre les choses, pour redémarrer complètement. C'est là. Et
Donc, nous remercions les deux autorités par rapport à ce travail de facilité qui va que dans l'intérêt de nos deux populations. Et nous sommes en train de se battre pour la reprise de la coopération décentralisée. Parce que nous considérons que la coopération décentralisée, c'est d'abord l'affaire des peuples, l'affaire de société civile. Si les deux États disent que les tensions qui sont entre eux ne doivent pas impacter et ne vise pas à impacter les populations, nous disons que il est assez important de sortir dans ces tensions, en tout cas en ce qui concerne la coopération décentralisée, en ce qui concerne la reprise de l'aide publique au développement, parce que ces deux touchent la population locale. Donc, nous battons effectivement pour qu'il y ait un plaidoyer des deux côtés pour reprendre les coopérations décentralisées, pour reprendre la question de l'aide publique au développement et effectivement pour ces facilités autour de la mobilité. D'accord. Mais c'est très très bien ce que vous faites. D'ailleurs, je vous en félicite. Et on a même pris part au débat à l'Assemblée nationale, donc c'était vraiment formidable. Mais le travail que vous faites en bas, on voit que au-dessus, dans la sphère décisionnelle, il y a d'autres messages qui se véhiculent et qui font que votre travail, de façon directe ou indirecte, c'est un peu biaisé. Donc, quand on regarde le message qui est véhiculé, par exemple, on dit qu'au Mali, le coup d'État, c'est à opprimer. De l'autre côté, on félicite des gens qui font des coups d'État. Ces décisions en géométrie variable. Et ça, c'est pas ça qui donne vraiment c'est ce qui fait que les Maliens se braquent sur eux. Par exemple, les pays de l'AIS, ils se braquent sur eux. Ils disent que on est un peu marginalisé par la France parce qu'ils croient qu'il est au-dessus, et parce que l'Occident pense qu'ils sont le maître du monde alors que c'est pas ça. Mais à juste raison, cette politique de deux poids deux mesures est incompréhensible. Exactement. On condamne le coup d'État d'un pays et on félicite un auteur de coup d'État dans un autre pays. Et c'est la même bouche qui le fait. Donc forcément, les gens se perdent là-dedans. Et c'est ça qui arrive à la France, c'est ça qui est mortel. Et sans compter effectivement les écarts de langage du président de la République française, quand on sait le poids de la parole dans nos mœurs et coutumes. Exactement. Parce que chez nous, on dit parce que la parole reste. Donc en fait, tout ça, ça facilite pas ces relations. Et on le dit à haute et intelligible, quoi. Et si vous voulez savoir mon point de vue, moi, je voulais pas cette intervention française au Mali. Hein. Nous avons j'ai organisé un grand rassemblement à Grigny pour dire non à l'intervention française au Mali. Parce que nous savions pertinemment que ça allait nous amener dans l'impasse. Mais pourtant, le président à l'époque, c'était de la gauche. il s'appelle François Hollande, il est du POS. Jusqu'à aujourd'hui, il est député. Il n'arrive pas à reconnaître ça. Bon, je pense que les gens se sont rendus compte quand ils ont empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal, qu'ils ont compris que le jeu là n'est pas très clair, même s'il y avait beaucoup qui avaient baptisé leurs enfants au nom de François Hollande. Donc, nous, c'est un tout petit peu ça, parce que, en réalité, c'est des relations très déséquilibrées. Et puis, je te pleure en ce moment, parce que quand on a fait ce rassemblement, Aminata Dramane Traoré est venu ici à Grigny pour défendre cela. Et on l'a coupé son visa. En fait, elle a été interdite. La France passe de par cette position-là. Donc, pour dire qu'en réalité, la France, c'est à respecter si elle respecte ses propres valeurs. Si la non-ingérence, la liberté, la légalité, la fraternité, si la France respecte ses propres valeurs, elle sera en phase avec tous les pays du monde. Mais si la France joue avec ses propres valeurs, c'est clair que de l'autre côté, ils auront en face. Et puis, il faut se dire que c'est une question générationnelle. Aujourd'hui, la deuxième génération, la troisième génération africaine très nombreuse, très cultivée, connectée 24 heures sur 24, ne peut pas permettre ce qui a été fait avant. Okay. Soit la France institutionnelle est capable de réactualiser ses liens, de revoir son logiciel, et du coup, ils seront en phase avec les autres, soit effectivement cette jeunesse n'attend pas. Et la preuve, on le voit tous les jours. Exactement. Maintenant, revenons-en au Mali. On sait que tu suis de près l'actualité malienne. La politique au Mali, ou bien la sphère politique au Mali, c'est
empiré dans les 10 dernières années, notamment avec l'escalade du terrorisme au nord, les différents coups d'État institutionnels qu'on a eu de Moussa Traoré à 68, après 91 Amadou Toumani Touré, Aya en 2012, puis les deux coups d'État récents là tout près en 2022. Quelle lecture tu fais de cet environnement politique là au Mali? Il faut se dire que quand on est venu à l'ère démocratique après 91, les gens considéraient la démocratie comme la capacité de changer leur vie. Force de reconnaître que cette promesse n'a pas été tenue. Mais est-ce que là, par exemple, est-ce qu'il faudrait pas donner une définition propre à la démocratie purement africaine qui prend en compte nos réalités socio-économiques et culturelles? C'est là toute la question, en fait. C'est là toute la question. Mais bien avant la démocratie, tout le monde sait que le vol, là, c'est pas bon. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est dans nos us et coutumes. Tout le monde sait que mentir, là, c'est pas bon. Exactement. Ça, c'est dans nos us et coutumes. Donc, en fait, ça veut dire que quand vous dites que nos valeurs, nos cultures, appliquons nos valeurs et nos cultures dans notre conception de la démocratie. Ça sera plus simple. Mais sauf que les politiques, il faut le dire, ont un bilan qui a beaucoup dessus la population locale. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation-là. Et même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, si ils reprennent les mêmes erreurs, la même façon de faire que les politiques qui ont été créées, forcément, ça sera le même résultat. Donc, c'est un tout petit peu ça. Donc, comment aujourd'hui revoir notre démocratie, revoir nos valeurs sociétales pour en constituer une référence de gestion sociétale chez nous. Je pense que on est dans ce moment qu'il faut le faire. Parce que aujourd'hui, on peut faire le temps du régime militaire qui est passé. On peut faire le bilan de la démocratie et des perspectives. Donc, je pense que c'est ce moment où tout le monde doit s'en saisir pour pouvoir avancer et construire un modèle de société qui répond aux intérêts les plus immédiats et les plus intéressants de la société. Mais en fait, dans nos débats, souvent c'est ça que moi ça m'interroge. Aujourd'hui, ici en Occident, quand on débat, on ose interroger le système. Quel est le système économique dans lequel nous nous trouvons? Il y a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc, en Afrique, la question n'est pas simplement la corruption. La question n'est pas simplement la mauvaise gestion. C'est aussi la question du système économique mondial. En réalité, qu'il y ait un véritable bloc de tourment pour nous. Quand on a une économie de rente, on cultive notre coton. Le coton et le prix du coton est décidé ailleurs. Il n'y a pas de transformation. On fait notre or. Pratiquement deuxième, troisième producteur selon là où on se retrouve. Et puis ce store est parti. Il n'y a aucune transformation là-dedans. Donc, qui décide? C'est le autres qui décide le prix de ce qui nous appartient. Donc, ça dit que ça, cette question, je pense qu'il faut qu'on en saisisse. Moi, je crois pas qu'on peut arriver à une société où on répond aux intérêts les plus primordiaux de nos peuples en occultant la place du système mondial dans notre quotidien. D'accord. On m'a dit que plus jeune, tu rêvais d'être président. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Si oui, c'est exactement pour la France ou c'est pour le Mali? Ouais, bon, ça, c'est, à l'institution de l'école fondamentale, quand le professeur me posait la question, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, le président de la République, pourquoi pas? Je dis, mais il n'y a pas d'école pour devenir le président de la République, monsieur Kavara. Non, peut-être en ce moment j'étais motivé à changer les choses. Donc je me dis peut-être il y a des choses dont je n'étais pas d'accord et que peut-être à cet âge je pouvais pas les matérialiser pour changer les choses. Je pense que c'était peut-être le seuil où il faut avoir pour changer les choses. Mais avec le temps, on sait que partout où tu te trouves, n'importe quel statut que tu as, tu peux effectivement influer sur le cours des choses. Je pense que derrière cette réponse, c'était surtout ça. D'accord. Je pense que nos téléspectateurs ont plutôt
bien compris où est-ce que tu veux en venir. Alors, Lamine, toi, dans ta carrière politique, alors, à nos jours, quelle est la chose que tu as fait ou que vous avez fait qui te rend le plus fier? Le plus fier, c'est que, à mon niveau, je continue à défendre les valeurs de société dont je crois et que personne ne m'empêche de le faire et au plus proche des gens, avec les gens. Je pense que ça, c'est assez important. De toute façon, quoi qu'on en dise, on a une influence, on a un regard attentif de nos communautés. Ça, c'est humain. Et notre rôle, c'est aussi comment les amener, comment travailler avec eux en se disant que ils sont légitimes à contribuer au débat politique, ils sont légitimes à défendre l'idéal de société qui est en fond d'eux-mêmes et qui peut se faciliter à travers ce représentant local qui peut être Lamine Camara et avec qui ils peuvent discuter, ils peuvent échanger parce qu'il y a cette confiance entre eux. Mais ça, c'est assez important pour notre combat parce qu'ils ont toute la place dans cette société-là. Et nous, notre rôle, effectivement, c'est de les expliquer. Ils comprennent tout avec notre moment, avec notre manière, en se disant que c'est ensemble qu'on arrive effectivement à bâtir cette société. J'ai un aîné de à Grigny, là, Nakate, qui me dit toujours, mais en fait, la France, là, c'est chez nous. Parce que le temps qu'on passe ici, on ne le fait pas là-bas. Donc, il est assez important qu'on puisse apporter notre touche dans la France que nous souhaitons. Et c'est une meilleure façon aussi d'aider notre pays d'origine. D'accord. Et tu as ton plus grand regret? Est-ce que, si tu en as déjà? Et si oui, c'est lequel? Mon plus grand regret, c'est que de plus en plus, l'autre est victime du tout. Vraiment. Et le débat aujourd'hui politique français est devenu très électoraliste, quoi. Est devenu très zapping. Et dire deux petits mots pour avoir plus de likes. C'est devenu la politique de like. Et ça c'est très regrettable qu'on arrive à cette situation-là, quoi. C'est-à-dire que s'engager dans la politique, c'est qu'on défend une vision de long terme. C'est pas du spectacle. C'est pas de se faire voir. C'est pas avoir le nombre de likes. C'est comment on influe sur la vie des millions et des millions de gens. Et moi, je regrette qu'aujourd'hui, que la politique soit ramenée à ces petits mots pour exister. Et c'est l'étranger qui est au cœur du débat, en fait. C'est plus tu tapes sur l'étranger, plus tu applaudis. Ça, c'est trop regrettable. C'est trop regrettable. Ça, c'est mon seul regret. Mais on n'a pas dit le dernier mot parce qu'on va rien lâcher. À ces extrémistes-là, qui considèrent que l'étranger est le problème de tout, nous allons tous les jours démontrer que l'étranger, c'est la solution de tout. Exactement. Alors, pour finir, Lamine, quel est ton message de fin, notamment à l'endroit de la jeunesse? Cette jeunesse immigrée, cette jeunesse d'origine africaine et malienne en particulier, cette jeunesse africaine qui se bat tous les jours pour un changement réel et adéquat. Je l'ai dit de ne rien lâcher. Vraiment de ne rien lâcher. C'est-à-dire que les difficultés sont quotidiennes. Souvent, on est tenté par le désespoir, mais de ne rien lâcher. Quand on ne lâche pas, on a toujours quelque chose qui répondra à ce que tu sais de plus intime. Ma grand-mère a l'habitude de dire que tout défi que tu considères comme un besoin de boire, tu le releveras. Ça, c'est assez important. Et de dire la deuxième chose, que il est important qu'on puisse pas lâcher nos cultures, qu'on puisse pas laisser qui nous sommes, que de continuer toujours à servir le pays d'origine. Toujours, d'apporter sa contribution au pays d'origine. C'était pour vous le Django de Lamine. Merci de nous donner en commentaire vos avis, vos suggestions. Ça sera un réel plaisir pour nous d'échanger avec vous. Et surtout, si c'est ta première fois sur ce podcast, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Ça nous donnera encore plus de force pour vous apporter des invités de qualité. Merci beaucoup. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci à vous. Merci à toute votre équipe.